Dans une nouvelle interview explosive, le commentateur politique Tucker Carlson interroge Sam Altman, le président directeur général d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, au sujet de la mort étrange d'un ancien employé. Mais vient-il vraiment de l'accuser de meurtre? Carlson dit non. Altman semble dire oui. Nous allons explorer le contexte, les récits contradictoires et les conclusions divergentes concernant la mort de cet employé afin de comprendre ce qui se passe réellement ici. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Tucker Carlson a-t-il accusé Sam Altman, président directeur général d'OpenAI et créateur de ChatGPT, de meurtre? Selon Altman, la réponse était oui. Voici ce qui s'est passé. Je fais défiler X et je vois ce clip. C'est extrait d'une interview de presque 1 heure que le commentateur politique a réalisé avec l'innovateur technologique. Et cet extrait de plus de 7 minutes, cette conversation de 7 minutes, est sans doute l'un des échanges les plus gênants et tendus que j'ai vus depuis un bon moment. Et cela concerne la mort de l'ancien employé d'OpenAI, Sushir Balaji, âgé de 26 ans, survenu le 26 novembre 2024. Alors, pour être clair, ce n'est même pas quelque chose dont j'avais connaissance, ni quelque chose que j'ai suivi, mais je vais vous dire une chose. Après avoir entendu cette interview, j'ai immédiatement dit à mon équipe, vous savez quoi? Peut-être qu'on devrait approfondir ce sujet après ce qui s'est passé ici. C'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Nous essayons de mieux comprendre l'enquête concernant la mort de Sushir, et je vais inviter un ancien agent du FBI un peu plus tard pour avoir son avis sur ce qui se passe exactement ici. Maintenant, pour être clair, ni Sam Altman ni personne chez OpenAI n'a jamais été inculpé, poursuivi ou fait l'objet d'une enquête criminelle concernant la mort de Sushir. Nous allons expliquer pourquoi, mais je veux juste que ce soit très clair. Commençons par l'interview, puis nous reviendrons en arrière. Nous ne pouvons pas diffuser l'interview de Carlson avec Altman pour des raisons de droit d'auteur. Ce que je peux faire, c'est vous lire les passages clés de la transcription. Je vais également vous dire que, conformément aux directives de YouTube, nous devons être très prudents concernant certains de ces sujets. Je précise simplement, est-il possible que Sushir n'ait pas été assassiné, mais soit plutôt mort de sa propre main? Disons-le ainsi, je pense que vous ferez le lien. Nous ne voulons pas être signalés, car c'est important. Alors passons à l'entretien. Carlson commence et dit « Vous avez reçu des plaintes d'un programmeur qui disait que vous voliez essentiellement le travail des gens sans les payer, et il a fini par être assassiné. Que s'est-il passé ?» Altman répond « C'est une grande tragédie. Il s'est donné la mort, vous pouvez deviner la suite, en gros il est mort d'une blessure par balle infligée par sa propre main. » Carlson demande « Tu crois vraiment qu'il a fait ça ?» Altman a répondu « Je le pense vraiment. Ce n'est pas un ami proche, mais il a travaillé chez OpenAI longtemps. J'ai été profondément bouleversé par cette tragédie. J'ai passé beaucoup de temps à essayer, vous savez, de lire tout ce que je pouvais, comme je suis sûr que vous et d'autres l'avaient fait aussi, sur ce qui s'est passé. » Et Altman insiste encore sur le fait que, pour lui, il semble que Sushir n'ait pas été tué. Maintenant, Carlson le presse sur la raison pour laquelle il pense cela, ce à quoi Altman répond que c'était une arme qu'il avait achetée. C'est un peu macabre d'en parler, mais j'ai lu tout le rapport médical. Ça ne te semble pas être le cas, à toi? Carlson répond « Non, il a clairement été assassiné. » Des signes de lutte étaient indivisibles. Les fils de la caméra de surveillance avaient été coupés. Il venait de commander à emporter, revenant de vacances avec ses amis sur l'île de Catalina. Aucun signe, vous savez, rien du tout. Pas de notes, aucun comportement. Il venait juste de parler à un membre de sa famille au téléphone, puis il a été retrouvé mort avec du sang dans plusieurs pièces. Donc c'est impossible. Ça semble vraiment évident qu'il a été assassiné. C'est là que l'entretien devient vraiment étrange et inconfortable. Carlson demande « Avez-vous parlé aux autorités ?» Altman répond « Non, je ne leur ai pas parlé. » Carlson répond « Sa mère dit qu'il a été tué sur vos ordres. » Altman répond « Vous pensez ?» Carlson dit « Eh bien, je demande. » Et Altman répond « Je veux dire, vous venez de le dire, alors est-ce que vous le croyez ?» Carlson « Je pense que cela mérite d'être examiné. Et je veux dire, si un gars sort et accuse votre entreprise de commettre des crimes, je n'ai aucune idée si c'est vrai ou non, bien sûr, et ensuite il est retrouvé tué et il y a des signes de lutte. Je ne pense pas qu'il faille l'écarter. » Carlson ajoute « Si c'était votre ami, vous voudriez parler à sa mère. » Altman, j'ai proposé. Elle refusait. Carlson dit « Alors, est-ce que tu as l'impression que tu sais, quand les gens voient ça, que je vois ça, ils se disent donc que c'est possible que ça soit arrivé ?»
Penses-tu que cela reflète leurs inquiétudes sur la situation ici, notamment concernant OpenAI et les préoccupations associées? Et Altman intervient et dit: Je n'ai pas fait beaucoup d'interviews où on m'a accusé de... Et Carlson l'interrompt en disant: Oh, je ne t'accuse pas du tout. Je dis seulement que c'est sa mère qui l'affirme. Je ne crois pas qu'une lecture objective des faits l'indique, à toi de voir. Je ne vois vraiment pas ça du tout. Et je ne comprends pas non plus pourquoi les autorités, alors qu'il y a des signes de lutte et du sang dans deux pièces, je ne comprends pas comment les autorités peuvent simplement écarter ça. Je trouve ça étrange. Altman dit: Tu vois que ça sonne comme une accusation. Carlson répond: Bien sûr. Et je veux dire, bien sûr, laissez-moi être clair une fois de plus, je ne vous accuse d'aucun acte répréhensible, mais je pense que ça vaut la peine de découvrir ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi San Francisco a refusé d'enquêter, se contentant d'appeler cela une réponse d'Altman. Je veux dire, je crois qu'ils s'y sont penchés plusieurs fois, plus d'une fois, d'après ce que j'ai compris. J'ai vu ça, et je vais être honnête, la première fois que j'en ai entendu parler, ça m'a paru très louche. Carlson dit oui. Altman, je sais que tu étais impliqué. Carlson répond que sa mère a posé des questions, mais il dit ne rien savoir, ce n'est pas son domaine. Et Altman dit: Elle a juste pris contact sans prévenir. Carlson répond: Elle a pris contact sans prévenir. J'ai longuement parlé avec elle, ça m'a vraiment fait peur, le gamin a clairement été tué. C'était ma conclusion, objectivement et sans intérêt personnel. Altman répond: Carlson accepte après lecture du rapport. Écoute, j'ai immédiatement appelé un membre du Congrès de Californie, Rocana, et je lui ai dit: C'est fou, tu dois enquêter là-dessus, et rien ne s'est jamais passé. Je me demande: Qu'est-ce que c'est? Altman répond: Encore une fois, je trouve cela étrange et triste d'en discuter. Et tu m'accuses un peu. C'était une personne formidable et une famille manifestement en difficulté. Tu peux défendre que tu cherches seulement la vérité sur ce qui s'est passé, et je le respecte. Mais je pense que sa mémoire et sa famille méritent d'être traitées avec un certain respect et une certaine compassion que je ne ressens pas vraiment ici. Carlson réplique fermement: Je pose la question à la demande de sa famille, par respect pour eux. Je ne vous accuse pas d'être impliqué dans cette affaire. Et puis plus tard, Altman dit encore que, lorsqu'il a entendu parler de l'affaire pour la première fois, il a trouvé ça étrange, mais qu'il a changé d'avis par la suite en apprenant plus de détails. Carlson insiste et souligne à nouveau le sang présumé dans deux pièces. Il y avait une perruque inconnue dans la chambre, aucun mot laissé. Il a commandé à emporter. Mais Altman rétorque: C'est là que ça devient, je pense, un peu pénible, ce n'est tout simplement pas le niveau de respect que j'espérais montrer. Les gens, vous savez, laissent dose des blancs sans laisser de notes. Ça arrive souvent. Les gens commandent vraiment de la nourriture. Ils aiment le faire avant de passer à l'action. Encore une fois, vous pouvez regarder toute cette interview. C'est vraiment quelque chose, c'est très, très fou. C'est gênant. Cela m'a encore donné envie de faire un reportage sur le sujet. Mais de quoi s'agit-il exactement? À quoi Carlson fait-il référence? Parlons-en. Comme je le répète sans cesse, je voulais vraiment vous présenter cet épisode. Nous pouvons le faire grâce au soutien de notre sponsor Morgan, le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures aux États-Unis. C'est un cabinet qui compte plus de 1000 avocats. Vous savez pourquoi ils sont aussi grands? Parce qu'ils gagnent souvent. Ils ont obtenu plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Réfléchissez-y. Récemment, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars alors que l'assurance proposait seulement 350 000 dollars. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions de dollars, c'est 40 fois l'offre de 650 000 dollars de l'assureur. Un autre client en Pennsylvanie a reçu 29 millions de dollars après qu'on lui ait proposé seulement 500 000 dollars. Et regardez, même si vous pensez que votre dossier ne vaut pas des millions de dollars, pourquoi ne pas simplement déposer une réclamation et vous battre pour ce que vous méritez? Morgan & Morgan simplifie de tout. Déposez une réclamation en 8 clics depuis votre téléphone. Si vous êtes de blessé, déposez facilement une réclamation sur fortepeople.com LC Sidebar via le lien ci-dessous ou le QR code à l'écran. Donc, Sushir Balaji a été retrouvé mort dans son appartement à San Francisco. Maintenant, la police de San Francisco et le bureau du médecin légiste ont conclu que Sushir est mort de sa propre main, qu'il n'y avait, je cite, aucune intervention criminelle découverte lors de l'enquête initiale. Et cela est cohérent avec le rapport. Alors, qu'est-ce que cela dit? Eh bien, cela indique la cause du décès, blessure par balle à la tête. Citation: Balaji a été retrouvé inconscient dans son appartement verrouillé, le pêne dormant enclenché, avec une blessure par balle à la tête apparemment auto-infligée. Le gestionnaire de l'immeuble, les ambulanciers, des pompiers et la police de San Francisco sont entrés dans l'appartement pour un contrôle de bien-être. Les ambulanciers des pompiers de San Francisco ont constaté le décès à 13h21. Voici maintenant les observations d'enquête supplémentaires dans ce rapport. Citation: L'appartement de Balaji, au 4e étage, est accessible par la porte d'entrée. Il n'y a pas d'autre point d'accès à l'unité.
Les fenêtres de l'appartement donnant sur la cour et la rue sont munies de dispositifs limitant leur ouverture à environ 10 centimètres. Aucune effraction ni perturbation constatée dans l'unité. Un ordinateur de bureau était présent. Des recherches récentes sur l'anatomie du cerveau incluaient le volume total de la matière grise et la matière blanche. C'est intéressant. Déclaré mort le 26 novembre, Balaji a pourtant échangé son dernier message avec sa mère le 22 novembre 2024. À ce moment-là, il n'a exprimé aucune plainte ni inquiétude. Et selon le rapport, sa mère avait déclaré qu'il avait récemment subi un stress important, qu'il avait quitté son emploi et qu'il cherchait activement un nouvel emploi. Elle a aussi affirmé qu'à sa connaissance, il n'avait jamais dit vouloir faire cela. Le rapport poursuit, les objets suivants ont été saisis sur place. Un Glock avec 4 cartouches dans le chargeur, une douille percutée en chambre, un kit de détection de résidus de tir et un kit de sac à main. Le pistolet a été acheté et enregistré par Balaji le 4 janvier 2024. Concernant le corps, le rapport précise que Balaji a été retrouvé allongé sur le dos dans la salle de bain. Le pistolet était sous sa cuisse droite. De plus, lors de l'examen, je cite, « aucune blessure traumatique sur l'avant ni l'arrière des mains ». Donc, il ne semble rien y avoir d'anormal. Quand on regarde ce rapport, il n'y avait aucun traumatisme. Tout paraît normal sauf la blessure par balle. Mais le rapport indique que le corps est celui d'un homme adulte bien développé et bien nourri. Il n'y a rien d'anormal ici. Et ensuite, on passe à la blessure par balle où il est écrit, je cite, « sur la glabelle du front, centrée à environ 13 cm, sous le sommet de la tête et à 0,5 cm à droite de la ligne médiane antérieure, se trouve la blessure d'entrée de la balle. Et la trajectoire de la blessure va de l'avant vers l'arrière et vers le bas du défunt. » Le rapport indique également qu'il avait une concentration d'alcool dans le sang de 0,178%. C'est 2 fois la limite légale. Et apparemment, il y avait aussi la présence de drogue dans son organisme, y compris le dépresseur gamma-hydroxybutyrate. Donc, en d'autres termes, quand on regarde ce rapport, il semble confirmer la conclusion d'Altman lors de l'entretien. Voilà le problème. Forbes et le San Francisco Examiner rapportent que les parents de Sushir pensent bien qu'il a été assassiné, qu'il a été tué par OpenAI parce qu'il s'est exprimé contre l'entreprise, qu'ils demandent une enquête complète et remettent en question le rapport du médecin légiste. Plus précisément, les parents de Sushir, Pornima Ramarao et son mari, Balaji Ramamurthy, ont commandé une seconde autopsie au docteur Joseph Cohen. Et Pornima a déclaré au San Francisco Examiner que la trajectoire de la balle ne correspondait en fait pas à l'hypothèse que Sushir se soit fait cela lui-même, qu'elle a suivi un trajet diagonal depuis son front jusqu'à la base de sa tête et n'a pas touché son cerveau, n'est-ce pas? Donc plutôt comme une exécution. La deuxième autopsie, celle qui aurait apparemment été commandée par la famille de Sushir, a également révélé une blessure potentielle à sa tête. La preuve d'une agression, c'est ce qui est allégué. Cependant, il ne semble pas que ce rapport ait été fourni aux médias. Sa mère aurait aussi lancé sa propre enquête sur la scène de crime dans l'appartement de son fils avec le docteur Dinesh Rao. Le docteur Rao affirme dans son rapport que l'examen de la scène de crime est inadéquat, incomplet et non scientifique. Il y a quelque chose à noter ici, et cela se base sur les reportages, ce à quoi Carlson fait référence, n'est-ce pas? Les câbles des caméras ont été sectionnés, du sang était présent dans plusieurs pièces. Ces allégations n'ont apparemment pas été confirmées dans les rapports officiels. Mais je veux parler de ce que l'enquête indépendante de la famille sur la scène du crime a déterminé, d'accord? Donc, cela se base sur un reportage du Daily Mail concernant des photos apparentes de cette scène. Des photos montreraient du sang accumulé près de la porte de la salle de bain, là où reposait la tête de Sushir. Dans la salle de bain, il y avait des gouttes de sang sur les carreaux, l'armoire, la poignée et de l'autre côté. Le docteur Rao a conclu que le sang de Sushir avait coulé alors qu'il était assis, peut-être en train de ramper et un peu debout. Selon le docteur Rao, il est aussi possible que Sushir ait craché du sang en toussant. Maintenant, pour être clair, le Daily Mail rapporte également qu'une partie du sang retrouvé, soi-disant éclaboussé dans la salle de bain, n'était pas exactement près du corps de Sushir. Et
Il a également été mentionné qu'un écouteur sans fil a été retrouvé par terre près de sa chambre avec des taches de sang dessus et que l'autre écouteur aurait été retrouvé près de la porte de la salle de bain dans une flaque de sang séché. Donc, tout cela semble en quelque sorte confirmer ce dont parlait Carlson. De plus, en faisant référence à ce que Carlson a dit dans son interview, le Daily Mail rapporte que dans les taches de sang, on a retrouvé des cheveux synthétiques provenant d'une perruque, ou peut-être d'une perruque, et que l'appartement aurait été saccagé comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Et il aurait été particulièrement en désordre près du corps de Sushir, en citant le fait que dans la salle de bain, une poubelle avait été renversée. Son père aurait déclaré que l'appartement de son fils, oui, était en désordre, mais jamais dans un tel état de pagaille. Le docteur Rao écrit dans son rapport « L'environnement perturbé favorise les bagarres et la résistance », à confirmer par d'autres preuves médico-légales. Le docteur Rao a indiqué que Sushir avait probablement saigné 15 à 30 minutes et noté que les scènes éparpillées étaient non plus souvent observées lors de morts par homicide. Maintenant, toujours en référence à l'interview de Carlson, le Daily Mail rapporte qu'un repas à moitié mangé dans ce plateau en plastique a été trouvé sur un bureau dans l'appartement. Il y avait une fourchette, il y avait un reçu de restaurant. Et oui, il semble que Sushir soit effectivement revenu d'un voyage d'une semaine aux îles Catalina avec des amis. Son père disait que son fils était heureux et qu'il s'était bien amusé pendant ce voyage. Je dirais cependant que le Daily Mail rapporte qu'un de ses amis lors de ce voyage a dit que, même si ce n'était pas inhabituel pour Sushir, il semblait réfléchir profondément pendant le voyage. Il a même marché seul à un moment donné, mais cet ami a souligné à quel point Sushir était de bonne humeur. Son père a raconté que lors de leur dernier appel, le 22, il avait proposé à Sushir d'aller à une exposition dans quelques mois, et Sushir aurait répondu « Bien sûr, on verra ». Je vais y réfléchir. Et quand il a demandé à son fils s'il allait lui rendre visite, Sushir aurait apparemment répondu « Pas tout de suite ». Donc ses parents ne croient pas qu'il y avait le moindre signe que Sushir ferait quelque chose. Ils pensent qu'il y a eu acte criminel, ce qui pose la question « Pourquoi ?» N'est-ce pas? Hypothétiquement, pourquoi OpenAI voudrait-il que Sushir Balaji soit mort? Eh bien, Sushir aurait parlé au New York Times un mois avant sa mort, et cela environ 2 mois après avoir quitté l'entreprise. Il aurait été très vocal sur la façon dont OpenAI utilisait prétendument de manière illégale du contenu protégé par des droits d'auteur pour modifier le modèle d'intelligence artificielle, les chatbots, et que cela allait nuire aux propriétaires de ces œuvres protégées, disant au Times que ce n'est pas un modèle durable pour l'écosystème Internet dans son ensemble. Si vous croyez ce que je crois, vous devez simplement quitter l'entreprise. Et oui, il a quitté l'entreprise. Il a publié un essai sur ce sujet sur son site. Sushir a aussi été cité dans un dossier judiciaire lié au procès du New York Times contre OpenAI. Il les poursuivait pour violation de droits d'auteur, disant en gros que la plateforme utilisait indûment leurs articles pour entraîner leurs chatbots. Et maintenant, ces chatbots sont en concurrence directe avec le Times quand il s'agit pour les gens d'obtenir leurs informations, d'obtenir leurs actualités. D'ailleurs, OpenAI nie ces allégations. Mais pour revenir à ce dépôt au tribunal, il est indiqué, je cite, en guise de compromis de bonne foi. OpenAI a accepté de rechercher dans les dossiers de l'ancien employé Sushir Balaji afin d'identifier les documents, le cas échéant, liés aux préoccupations de droits d'auteur qu'il a récemment soulevées après son emploi chez OpenAI. La mère de Sushir a déclaré au Daily Mail que son fils n'était pas non plus un fan de Sam Altman. Je cite, « C'est une personne très étrange, Sushir le détestait, ça je peux vous le dire ». Ses amis affirment qu'il affichait clairement son opposition à Sam Altman. Maintenant, il n'y a pas que les parents de Sushir qui ont remis en question les conclusions officielles. Il y a d'autres personnes qui pensent que la mort de ce jeune homme cache quelque chose de plus. En janvier, Rokana, représentant de Californie, a publié sur X après les propos de la mère de Sushir « Je suis bouleversé par votre perte ». Vu la gravité de vos préoccupations pour un acte criminel, une enquête complète et transparente sur la mort devrait être menée par le FBI ou l'agence compétente. Elon Musk, qui comme vous le savez, n'est apparemment pas un grand fan de Sam Altman, un de ses grands rivaux. Les deux géants de la tech sont en conflit depuis un moment. Il a publié il y a quelques jours sur X, réagissant à l'interview de Carlson avec Sam Altman sur OpenAI et le refus d'Altman de vendre à Musk. Bouteille de rancune. Quoi qu'il en soit, Musk vient de publier à propos de Sushir qu'il a été assassiné. C'est ce qu'il a publié sur X. Selon Forbes, la mère de Sushir a indiqué que l'enquête est toujours en cours, qu'elle essaie de récolter des fonds pour cela, allant même jusqu'à demander une reconstitution 3D de la scène de crime dans l'appartement.
En réaction à l'interview d'Altman avec Carlson, elle a publié sur X « Ceci est la réponse à l'interview de Tucker Carlson avec Sam Altman. Voilà ce que disent les gens. Autant de personnes ont réagi immédiatement. Qu'en pensez-vous tous ? Je vais bientôt partager un podcast, c'est la réaction du public contre Altman. Cette réponse à votre question, qui d'autre pense que Sam a tué Souchir ? Et elle énumère un certain nombre d'anciens messages d'utilisateurs qui remettent en question Sam Altman. Alors, laissez-moi faire appel à mon propre expert. Colin L. Schmidt, ex-agent du FBI et président directeur général de Chronos Investigation. Merci de prendre le temps. Je veux être clair. Je l'ai déjà dit et je le répète. Sam Altman, donc ni Sam Altman ni personne chez OpenAI, n'a jamais été accusé, ni fait l'objet d'une enquête criminelle, ni poursuivi, ni impliqué dans la mort de Souchir. Mais honnêtement, quand on regarde cette interview, je voulais commencer directement par là. Quel était ton avis sur cette interview ? Mis à part le fait que c'était, encore une fois, l'une des interactions les plus gênantes et tendues que j'ai vues récemment. Eh bien, j'ai regardé l'interview et il m'a semblé que, comme à son habitude, Tucker essayait de piéger son interlocuteur et l'a essentiellement mis sur la défensive. Et puis, il regardait Tucker comme pour dire d'où ça sort, ça. Donc, Tucker Carlson, évidemment, c'est son style d'utiliser des titres accrocheurs pour attirer les gens à regarder ses vidéos. Cependant, il y a beaucoup de questions sans réponse autour de cet incident. Et franchement, il devrait y avoir plus de transparence, à mon avis. Donc, la famille puisse savoir ce qui est arrivé à leur fils. Pensez-vous qu'il y a des divergences entre le rapport d'enquête privé sur la scène de crime, n'est-ce pas, ce rapport privé qui a été commandé par la famille, et le rapport du médecin légiste de San Francisco ? Ou est-il possible que deux choses soient vraies en même temps ? En général, on ne peut pas prouver un négatif. Deuxièmement, sans voir la vidéo et les photographies de la scène réelle. Je ne veux pas parler de scène de crime car ce qui s'est passé est contesté. En gros, ce sont ces photographies qui vont vraiment dicter, par exemple, une poursuite judiciaire. Et il y a des allégations selon lesquelles il y aurait eu une lutte, que l'endroit aurait soi-disant été saccagé. Savez-vous ce que ça signifie? Sans regarder les véritables photos de la scène, il est difficile de tirer une conclusion ou de réconcilier les deux rapports. Nous avons déjà relayé ce que le Daily Mail a dit sur beaucoup de ces photos, non ? Du sang à différents endroits, un appartement en désordre, la nourriture laissée sur place. Est-ce que cela ressemble à un acte criminel ou bien revenez-vous à ce que Sam Altman a dit dans l'interview ? Que, malheureusement, dans certaines situations, il pourrait y avoir quelqu'un qui commande de la nourriture. Il pourrait y avoir une situation où, vous savez, il pourrait sembler que quelqu'un a été tué alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il pourrait y avoir une situation, je ne fais que spéculer ici, où si quelqu'un est de blessé par balle, cela ne se passe peut-être pas exactement comme cette personne l'avait prévu. Pensez-vous qu'il y ait eu un acte criminel selon les rapports actuels ? Eh bien, il y a pas mal de questions sans réponse. Donc, pour résumer, il y a une allégation, le rapport officiel de ce qui s'est passé, et puis ce que dit la famille. Et franchement, Sam Altman n'aurait même pas dû commenter cela parce qu'il aurait pu dire que c'est encore sujet à débat. Mais au final, si on se base sur ce que dit le rapport officiel, il aurait dû y avoir une sorte de communication que cette personne aurait eue avec le monde. C'est généralement ce qu'on voit, vous savez, la lettre pour ainsi dire. Et il aurait dû y avoir des signes avant-coureurs parce qu'en général, les personnes qui font ce genre de choses montrent une sorte de fuite d'informations ou posent des actes qui indiquent qu'elles ont déjà une idée de ce qu'elles vont faire. Et puis, l'autre chose, avec tout ce sang dans tous ces autres endroits, en général, si quelqu'un avait vraiment fait ce qu'ils disent qu'il a fait, il va y avoir un seul endroit où cela se produit et ce ne sera pas partout. Est-ce inhabituel de remettre en question le rapport officiel du médecin légiste ? Je veux dire autrement, non. Cela arrive souvent. Il y a des raisons de douter et parfois il se trompe. Eh bien, oui, parce que s'il y a une précipitation à tirer une conclusion et que les forces de l'ordre, ce sont des êtres humains et parfois ils font des erreurs ou il y avait une raison pour laquelle ils ont voulu accélérer la
Conclusion. Et franchement, se fier au rapport du médecin légiste, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu dans une enquête. Ce n'est pas que le médecin légiste, il y a aussi la scène de crime et ses photos. Et c'est l'alcoolémie, ce sont les entretiens avec les personnes qui l'entouraient, c'est l'enquête sur l'arme à feu. C'est vous regardez si le placement de l'arme à feu, toutes sortes de choses entrent en jeu. Donc le rapport du médecin légiste n'est qu'une pièce du puzzle. Juste votre avis là-dessus, selon le Daily Mail. Les parents de Souchier pensent qu'il a été attaqué par derrière alors qu'il écoutait de la musique. C'est pour ça qu'il avait les écouteurs, qu'il se brossait les dents quand c'est arrivé, qu'il s'est défendu, et qu'il a été exécuté, qu'il a été abattu d'une balle dans la tête alors qu'il était à genoux ou assis. Qu'en pensez-vous? Je dois encore consulter le rapport du médecin légiste. Et en gros, s'ils disent qu'il a été abattu alors qu'il était à genoux, il va y avoir une analyse de la trajectoire et Ils disent juste que c'était un angle diagonal. Le rapport du médecin légiste indique essentiellement que c'était de l'avant vers l'arrière au niveau du front. C'est ce que j'ai compris. eh bien, et encore une fois, je pense que vous avez vu ces poteaux ou ces tiges rouges quand ils font l'analyse, parce que la trajectoire, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez, vous savez, falsifier ou changer. C'est comme ça parce que le crâne ne va pas changer. Donc, en gros, la trajectoire serait probablement la chose la plus importante à identifier et à établir. Et d'après le médecin légiste, il semble qu'ils disent que ce serait une trajectoire appropriée, mais la famille dit que c'était une trajectoire en diagonale ou à 45 degrés. Et si c'était effectivement le cas, alors cela ouvre tout un tas de questions parce que s'il a effectivement fait ce que le médecin légiste a indiqué dans son rapport, c'est tout simplement impossible à faire. C'est comme appeler autrement le fait que quelqu'un se tire une balle derrière la tête. Ce n'est pas possible. Et je suis un peu partagé sur quelque chose. À quel point serait-il difficile de tuer quelqu'un et de mettre en scène la scène du crime? Parce qu'une autre façon de voir les choses, c'est si c'était un meurtre commandité d'une certaine manière, non? Pourquoi laisser la scène dans un état qui soulève des questions? Pourquoi laisser l'appartement dans un état qui donne l'impression qu'il a été saccagé alors qu'il y a du matériel médico-légal potentiel à différents endroits quand il y a de la nourriture? Ça aussi, c'est une question, non? Si c'était vraiment un contrat, pourquoi laisser l'endroit dans un état qui pourrait justement faire penser à un contrat? Prétendument, au fait. En partie, c'est le concept d'un tueur à gages professionnel. Je veux dire, ça n'existe que dans les films. Il n'y a vraiment pas tant de soi-disant tueurs à gages professionnels que ça. Si c'était vraiment quelqu'un d'autre qui a fait ça, il va être stressé. Ils n'ont probablement jamais fait ça auparavant. Si c'est le cas, ils l'ont fait très rarement et ils ont commis des erreurs. Et ça, c'est simplement si c'était vraiment un acte criminel. Donc, tout repose vraiment sur l'analyse de ce crâne. Et c'est là que vous élargiriez votre enquête. Le rapport d'Emory dit que vous ne pouvez passer que par la porte d'entrée. Encore une fois, la blessure par balle à la tête et aucune effraction. Si c'est vrai, qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, je suis un peu perplexe parce que, en général, ils ne mettent pas d'informations sur l'état du bâtiment. Ils ne parlent que du corps. Donc, s'il y avait effectivement un verrou fermé, oui, cela indiquerait que personne ne participait à cela. C'était juste une personne, vous savez, le défunt. Mais comment savons-nous si le verrou était fermé? Et puis, si le verrou était fermé, y a-t-il des photos des forces de l'ordre en train de défoncer la porte et de faire sauter ce verrou du mur? Et je ne sais pas s'il y en a. Donc, il y a beaucoup de questions de suivi qui ont été franchement soulevées par l'interview de Tucker Carlson. Et je m'attends à ce qu'il y ait encore plus d'enquêtes sur cette affaire. Quel rôle pour le FBI ici? Eh bien, il pourrait être sollicité. Un téléphone portable, on en parle souvent, il pourrait l'analyser. Quelles que soient les lacunes de la police de San Francisco, il pourrait intervenir pour effectuer une analyse acide désoxyribonucléique afin d'aider à ce sujet. Il pourrait aussi être appelé à suivre des pistes, vous savez, qui ne se trouvent pas dans la région de San Francisco. Et il pourrait aussi être sollicité simplement pour consulter, comme lorsque j'étais en service, j'étais profiler criminel afin de leur donner des idées sur qui aurait pu participer à cet acte. Et vous entendez la famille parler de peut-être commander un scan 3D de l'appartement. À quoi cela servirait-il?
Je pense que s'ils ont les photos de la scène, alors ils peuvent les ajouter au modèle 3D et ensuite ils peuvent en quelque sorte montrer une image ou dresser un tableau, franchement, pour les médias afin d'obtenir plus de soutien du public pour appuyer la réouverture de cette enquête. Le timing te dérange-t-il? Je l'ai déjà mentionné, non? Quel serait le mobile pour qu'il soit tué? L'idée, c'est qu'il fournissait des informations sur l'entreprise qui n'étaient pas favorables, les accusant essentiellement de graves violations du droit d'auteur, et puis, peu de temps après, tu sais, il meurt. Est-ce que ça te dérange? Eh bien, est-ce que c'est possible? Il y a possible et probable. Il n'est pas probable que Sam Alton soit impliqué dans quelque chose comme ça. Il semble être un être humain rationnel. Mais quand on parle de potentiellement des milliards et des milliards et des milliards de dollars, ça peut pousser les gens à faire, vous savez, des choses qui ne sont pas rationnelles. Donc oui, le timing, le moment est l'une des grandes circonstances quand on examine un crime. C'est ce qui se passait autour du moment de l'acte. Donc pour voir s'il y avait un mobile. Et selon le Daily Mail, pour revenir à cette arme qu'il aurait apparemment achetée, elle a été retrouvée près de son corps. Une boîte de munitions de 9 mm a été retrouvée dans le placard, 6 cartouches. Eh bien, je dirais qu'il en manque, même si une a été retrouvée dans l'étui de l'arme. 4 ont été retrouvées ailleurs. Et puis, il y en avait une qui apparemment manquait à l'appel. Des idées là-dessus? Eh bien, s'il a effectivement acheté l'arme et qu'il n'a aucune expérience ni antécédent avec la possession d'armes à feu, cela correspondrait à l'explication officielle car il n'y aurait aucune autre raison pour lui d'acheter cette arme. Mais encore une fois, il devrait examiner cela, enquêter là-dessus pour déterminer si c'était bien lui ou s'il y avait quelqu'un avec lui lorsqu'il a acheté l'arme et approfondir tous les détails pour savoir si c'était vraiment lui qui a obtenu l'arme et s'il était bien celui qui, en gros, a utilisé l'arme à feu. Écoutez, c'est vraiment, vraiment triste. Vous avez ce jeune homme qui avait tellement de potentiel, n'est-ce pas? Il a rejoint OpenAI en novembre 2020, après son diplôme de l'Université de Californie Berkeley. Sa mère a dit lors d'une veillée qu'il était un prodige. Nous savions qu'il avait d'excellentes capacités motrices quand il avait 2 mois et demi. À 13 mois, il a montré qu'il n'était pas ordinaire en apprenant tout l'alphabet. À moins de 2 ans, il pouvait reconnaître des mots. C'est un gars qui a remporté un grand concours de programmation au lycée, la division platine de l'Olympiade américaine d'informatique. Il a travaillé chez Cora en tant qu'ingénieur logiciel. Il a remporté 100 000 $ en 2018 en obtenant la 7e place dans un concours d'algorithmes. Il a excellé chez OpenAI. Le cofondateur John Schulman réfléchissait aux détails avec soin et rigueur. Il avait aussi une légère tendance à la contradiction, ce qui le rendait allergique à la pensée de groupe et avide de repérer les erreurs du consensus. C'est vraiment un cas très triste. Nous allons suivre cela de près. Colin Schmitt, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en suis reconnaissant. Merci de m'avoir invité. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis GC Weber. À bientôt.